Bienvenue à toutes et à tous sur Happy Visio. Il est 13 heures. L'addiction au travail, mythe ou réalité? Bonjour à vous, Sabine Grégoire. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes Merci de oui, pardon? Vous êtes psychologue du travail, spécialiste en trauma psychique. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, la MMJ se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents. Visioconférence donc organisée en partenariat avec le soutien de la MMJ. Elle s'appelle l'addiction au travail, mythe ou réalité? Sabine Grégoire, vous êtes psychologue du travail. C'est un mythe ou une réalité, cette addiction au travail? Ah, je croyais, est-ce que je suis un mythe ou une réalité en tant que Non. psychologue du travail? Alors justement, c'est ce que nous allons voir ensemble. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'un mythe ou d'une réalité? Pourquoi? Parce que l'addiction au travail, on en entend beaucoup parler, mais est-ce que, l'on sait vraiment de quoi il s'agit? Donc, c'est important qu'on puisse avoir, ce moment d'échange autour de l'addiction au travail, ne serait-ce que comme vous l'avez dit Lionel et je vous en remercie d'avoir fait l'introduction, pour comprendre de quoi l'on parle et puis savoir aussi comment la détecter cette addiction, comment la prévenir et comment intervenir également en cas de situation d'addiction au travail. Donc on va dérouler tout cela. Tout d'abord un grand merci à chacun de vous être connectés parce que c'est l'heure du repas et vous allez voir que la pause méridienne fait partie d'un facteur de protection contre l'addiction du travail. Donc on va dérouler tout cela ensemble et comme, Lionel vous l'a dit, effectivement, nous sommes, tout à fait disposés à répondre à vos questions, plutôt en fin d'échange, donc n'hésitez pas dans les chats. Petite précision également et grâce à la MMJ qui fait un travail formidable de prévention, de la santé au travail, le support vous sera partagé par la suite. Comme ça, vous pourrez revenir à la fois sur ce qui va être partagé, mais également sur les différents trucs et astuces que je vais vous partager. Voilà. Alors nous allons commencer, tout d'abord par, le sommaire finalement. Qu'est-ce qui nous attend? Je vous l'ai un petit peu dit également. On va définir de quoi il s'agit quand on parle du travail, quand on parle de l'addiction et quand on parle de l'addiction au travail. Nous verrons ensuite, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de facteurs de risque et de facteurs de protection, pardon. Ensuite, on aura une troisième partie, comment identifier les situations d'addiction au travail. On verra que ça sera soit sur soi-même, soit sur les autres. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir? Et enfin, quel est le soin que l'on peut apporter lorsqu'on est en situation d'addiction au travail? Et puis la quatrième partie qui sera consacrée à la prévention et à l'évitement des situations d'addiction au travail. Alors, je vais vous proposer déjà, de pouvoir, partager, les définitions, que l'on donne à ces notions d'addiction au travail. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle du travail? Eh bien, c'est tout ce qui va concerner, nous dit le petit Robert, il faut rester fidèle à ceux qui nous accompagnent depuis des années pour les définitions et c'est toujours un ensemble d'activités humaines qui sont à la fois organisées et coordonnées en vue de produire quelque chose qui va être utile. Donc on a toujours, la notion de production de la part d'une personne. Il y a, des notions qui sont toujours rattachées au travail, à savoir celle de rémunération, celle de travail prescrit et de travail réel. Il y a toujours dans le travail ce qu'on nous demande de faire et la réalité, qui comprend les conditions dans lesquelles on peut exercer ce qu'on nous demande de faire. Et enfin, il y a également toujours une subjectivité dans la notion de travail, puisqu'une même situation de travail ne sera jamais vécue de la même façon par les personnes. Et enfin, on verra comment dans le travail, il peut y avoir une certaine projection, c'est-à-dire des attentes par rapport au travail. Alors, l'addiction en tant que telle, on parle d'addiction lorsqu'on est dans un état de dépendance qui est à la fois périodique ou chronique, mais qui, peut concerner soit des substances, soit des comportements. C'est important de faire la distinction et parfois on a un état de dépendance
à des comportements qui vont engendrer des dépendances à des substances. On va le dérouler également tout à l'heure. L'addiction, il faut bien comprendre que c'est une maladie, que c'est un trouble et en fait, ça va être une sorte d'engrenage et un dysfonctionnement du système de récompense. On va à la fois consommer, pour ne pas souffrir. Alors consommer, ça peut être répéter un comportement, mais en fait, on va souffrir de par cette consommation qui s'installe de façon chronique. On va voir ça ensemble. L'addiction, on va retenir, le fait qu'il y a une certaine forme d'esclavagisme, c'est-à-dire, quelque chose de compulsif et qu'on ne peut pas contrôler. Donc on devient dépendant de notre addiction. On a coutume de dire qu'il y a 5 C qui vont caractériser l'addiction, à condition que ça se passe pendant au moins 12 mois. Donc le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est ce qu'on appelle le craving, c'est un comportement qui est irrépressible, c'est-à-dire que malgré toute la bonne volonté qu'on y met, on y retourne. Enfin, c'est une activité qui est compulsive, donc qui n'est pas réfléchie et un usage continu et ce malgré le fait que nous sommes au courant et nous savons que cela va avoir des répercussions sur notre santé. Donc ça, c'est les 5 C qui caractérisent l'addiction. L'addiction au travail, de quoi parle-t-on? Alors on l'appelle le work-alcoolisme également, on peut l'appeler aussi l'ergomanie. Alors on va retrouver un ensemble d'ingrédients, j'ai envie de dire, qui vont faire, la recette de l'addiction au travail. À la fois une addiction comportementale, c'est une maladie, donc il y a un ensemble de symptômes et de troubles. Il y a une satisfaction qui est toujours faible, dans l'addiction au travail. On n'est jamais satisfait de ce que l'on fait, du temps qu'on y passe, de la qualité de ce qu'on fait. Le sevrage est difficile, voire impossible sans aide et il peut être dangereux, comme tout sevrage d'ailleurs. Les conséquences de l'addiction au travail, elles vont être sur plusieurs plans. Elles vont être sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Le collectif de travail, le collectif familial, le collectif amical. L'INRS donne une petite définition très succincte, mais qui est très parlante de l'addiction au travail. C'est un investissement excessif d'un sujet dans son travail et une négligence de sa vie extra-professionnelle. Donc c'est au détriment d'un équilibre. Alors quand on parle d'addiction au travail, eh bien on va pouvoir constater un débordement du travail, notamment par rapport à ce qui est défini, légalement, par rapport au contrat de travail. Il n'y a pas de rémunération en rapport avec cette addiction. C'est au détriment de l'équilibre de vie en général et notamment de la vie privée. Ça va empiéter le travail va empiéter sur les week-ends, sur le temps libre, sur les soirées, sur les vacances également et en général, on va commencer à parler d'addiction au travail à partir du moment où il y a plus de 50 heures qui sont consacrées au travail par semaine. L'OMS d'ailleurs a fait des études qui prouvent qu'au-delà de 55 heures de travail par semaine et de façon régulière et récurrente, on va avoir un risque sur la santé et notamment des risques d'accidents vasculaires cérébraux. On estime dans le monde à peu près 750 000 morts par an qui seraient dues à l'addiction au travail. Alors, on retient quand même cette notion de subjectivité et également de prédisposition chez les femmes. Alors je vois d'ailleurs, d'après ce que nous a dit Lionel, que vous êtes en majorité des femmes qui écoutez la conférence. En l'occurrence, pourquoi il y a une prédisposition chez les femmes? C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans le burn-out. C'est qu'en fait, les femmes ont souvent, une tâche très importante au niveau du travail, mais également avec des contraintes à l'extérieur et des responsabilités, qui sont, assez lourdes à l'extérieur. Donc parfois, elles vont aussi se réfugier dans le travail. Notion de subjectivité au travail, on l'a vu tout à l'heure, une même situation ne va pas être vécue de la même façon.
Alors, on peut évoquer les conséquences. Les conséquences, on va voir les conséquences sur l'individu dans un premier temps. Je vous l'ai dit, les impacts sont de différentes natures. Alors, ils peuvent être physiques. On va avoir des migraines, on va avoir des coups qui se bloquent, on va avoir des maux de dos, on va avoir des lombalgies, de la fatigue chronique, on va avoir des ulcères à l'estomac. Le stress chronique aussi. Le stress chronique, c'est un phénomène qui, en fait, c'est comme si votre organisme était engorgé d'hormones de stress et il y a plus de période de récupération. Donc il est constamment en état de stress, noyé par le cortisol, l'adrénaline qui font des dégâts aussi à partir du moment où ils sont chroniques, qui font des dégâts par exemple sur le système immunitaire. Le stade ultime du stress chronique d'ailleurs, c'est, l'épuisement professionnel, le burn-out. On peut également, constater des dépressions, des troubles de l'alimentation avec une prise de poids ou une perte de poids par exemple. Les conséquences, le burn-out, je l'ai déjà dit, des conséquences aussi sur la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on en vient à douter de nos compétences, donc on essaye toujours de prouver plus. L'estime de soi, finalement, qui nous sommes, l'identité de la personne, commence à prendre l'eau aussi. La fatigue, la démotivation, le désinvestissement, le recours aussi à des psychotropes pour tenir. Alors ça va être des complexes vitaminiques, ça peut être, des drogues, ça peut être des drogues comme la cocaïne, par exemple, et ça peut être aussi, tout ce qui est hypnotique pour essayer de dormir le peu de temps qu'on conçoit à dormir. Ça peut être des antidépresseurs, des anxiolytiques, tout ce qui va permettre à l'organisme de tenir en situation dégradée et puis ça peut aller jusqu'au suicide. On a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur le plan individuel, mais il faut bien savoir aussi que, tout ce qui concerne l'addiction au travail va entraîner des impacts et des répercussions sur le collectif de travail. Alors ça va être des personnes, par exemple, qui vont devenir hyper contrôlantes, qui vont mettre de la pression, soit à leurs collègues, soit à leurs collaborateurs. On va noter des ingérences. Bah oui, quand on est dans l'hyper contrôle, on va être ingérant. On est incapable de déléguer, de faire confiance aux autres. Donc ça entraîne en fait, des comportements de management qui deviennent toxiques, qui deviennent délétères et on peut être manager toxique malgré soi, c'est-à-dire que c'est pas forcément intentionnel. C'est-à-dire que l'équipe va vous servir un peu de régulateur. Il y a des situations de harcèlement moral aussi, en retenant bien que le harcèlement moral n'est pas forcément intentionnel et peut être qualifié comme tel, même s'il y a pas intention d'harceler. Une perte de motivation de l'équipe, donc qui dit perte de motivation dit perte d'efficacité, perte de productivité et puis on génère de la souffrance chez l'autre, donc potentiellement, on va entraîner une augmentation des arrêts maladie, divers troubles et puis des personnes peut-être qui vont aller jusqu'à partir pour se sauvegarder. Une fois qu'on a vu, en fait, ce qu'était l'addiction au travail et puis, les conséquences et les impacts, je vous propose maintenant que nous voyions et que nous étudions les facteurs de risque et je vous rassure, facteurs de protection, il y en a plusieurs, j'ai oublié le S, mais heureusement qu'il y a aussi plusieurs facteurs de protection. Alors les facteurs de risque par rapport, à l'addiction au travail, il faut retenir que c'est toujours multifactoriel. Donc, on va avoir des facteurs de risque, par exemple individuels. On va retrouver là certains traits de personnalité qui vont prédisposer certaines personnes à l'addiction au travail. Alors, on va y retrouver souvent du perfectionnisme. Alors, le perfectionniste est rarement, voire jamais satisfait de ce qu'il fait lui-même et de ce que fait l'autre. Une ambition qui est un peu exacerbée, un peu démesurée, de l'estime de soi, c'est-à-dire que quand on n'a pas vraiment d'estime de nous, on va essayer de se réparer, on va essayer de se construire, dans le milieu professionnel qui devient promesse de tout et donc on verra à quel point ça peut déséquilibrer l'estime de soi. Quand, le travail est quête d'identité et qu'il devient la personne que vous êtes et qui vous définit, par définition c'est exposant également. Une quête perpétuelle de reconnaissance, donc on n'est jamais satisfait de la façon dont on a d'être reconnu au niveau du travail, donc on en refait, donc on retourne à la tâche, donc on se réinvestit à nouveau.
Les traumatismes, il est très courant de retrouver des traumatismes psychiques chez les personnes qui, montrent ou qui développent une addiction au travail. Pourquoi? Parce que souvent, on va voir que quand on est actif, on ne pense pas. Donc, quand on a des traumatismes et que ces traumatismes risquent d'une façon ou d'une autre de ressurgir dans le présent, eh bien, on va s'occuper l'esprit, on va s'occuper à la tâche pour ne pas penser. Les drivers, on verra ce que c'est que les drivers, mais globalement, c'est les petites phrases qui vous animent et qui vous habitent du fait de l'éducation que vous avez reçue. Enfin, on a l'environnement familial. En fonction de la stabilité ou non de l'environnement familial, ça va devenir un facteur potentiel de risque. Quand on est, par exemple, en période de séparation, quand on a, les enfants une semaine sur 2, voire qu'on les a pas sauf le week-end, eh bien, on va essayer de compenser ce manque ou cette déstabilisation en surinvestissant le travail. Et puis les événements de vie. Les événements de vie, c'est des étapes de vie, c'est-à-dire que, parfois le syndrome du nid vide, par exemple, quand vous avez les enfants qui quittent votre domicile, il y a le nid vide, donc un vide qui se crée et il y a plusieurs façons, de le combler ce vide et pour certains, ça va être le travail. Alors, il y a une notion dans les facteurs individuels que moi je trouve beaucoup, notamment dans les ministères, dans lesquels j'interviens, et dans certaines collectivités territoriales également, mais d'autres institutions publiques à forte vocation. Eh bien, quand la vocation et la profession se rencontrent, à la fois ça peut être très vertueux comme on le verra, mais ça peut aussi être un facteur de risque puisque, la porosité, devient évidente et un peu flagrante entre la vie personnelle, les convictions personnelles et la vie professionnelle. Et en l'occurrence, la différence d'avec la passion, c'est quand vous êtes extrêmement intéressé, motivé, stimulé par votre sujet de travail, mais pour autant, quand vous n'êtes pas en train de travailler, vous continuez à avoir des satisfactions par ailleurs, vous continuez à avoir une activité par ailleurs et au contraire de, l'addiction au travail où il y a cette insatisfaction par rapport à la qualité et à la quantité de travail que vous donnez. C'est la grande différence et celui qui développe une addiction au travail, ça envahit toutes les sphères de sa vie. Alors que celui qui est envahi par la passion de son métier peut tout à fait développer d'autres, sphères de sa vie. Alors Georges Clémenceau disait et c'est une phrase qui je trouve est très belle, surtout quand on n'oublie pas la seconde partie: «Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés». Parce que quand on est dans des métiers vocation, on a on peut trouver ce qu'on appelle moi ce que j'appelle des porte-drapeaux et qui en fait, deviennent, porte-parole, d'un sujet, d'une communauté, au point de se confondre avec leur profession. Alors, il y a des facteurs structurels. On a vu les facteurs individuels. En ce qui concerne les facteurs structurels, qui sont donc liés notamment à l'organisation, on va voir qu'il y a des facteurs de risque. Celui où la performance est toujours mise en avant, c'est-à-dire toujours plus, toujours plus, toujours plus. On a également ce qu'on appelle l'obsession gestionnaire, c'est-à-dire faites plus avec moins. Avec tous les reportings aussi, qui sont une forme d'hyper-contrôle structurel et organisationnel et qui nous amènent parfois à remplir et passer un temps fou à remplir des reportings, des tableaux et cetera. À savoir est-ce qu'ils sont lus, ça c'est une bonne question. Mais en fait, c'est une espèce de culture qui va être très oppressante et qui peut vous rendre ou en tout cas faciliter une certaine addiction au travail. Tout ce qui est compétitivité interindividuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans les organisations, l'évaluation professionnelle ne se fait qu'en individuel, par définition, ça va générer un esprit de compétition. Qui plus est, si les primes sont distribuées de façon individuelle aussi. Le manque de moyens, le manque de ressources, par définition, ça va créer un déséquilibre entre les attentes et les exigences et les moyens et ressources que l'on donne aux personnes pour satisfaire à ces moyens et ces exigences. Et pour compenser ce gap, eh bien, les personnes vont travailler plus, compenser le manque d'effectifs, compenser le manque de moyens, au risque de se noyer dans l'addiction.
Les délais impartis, les délais toujours plus courts, les délais TTU, là, les fameux très, très urgents, on ne sait même plus ce qui est urgent ou ce qui ne l'est pas, voire même, bah, c'était pour la veille. Le degré de responsabilité que l'on a aussi, c'est-à-dire que ça peut être un facteur qui va ajouter à la prédisposition à l'addiction. Plus on a de responsabilité, plus on peut devenir, addict. Et puis tout ce qui est infiltration des éléments de vie privée dans la sphère professionnelle. Alors là, je m'explique. On a vu beaucoup tout ce qui était qualité de vie au travail et cetera. On ne sait plus trop ce qu'on y met, on ne sait plus trop ce que ça veut dire et en tout cas, moi, je considère que tout ce qui va être, comment dirais-je? Ce qui est censé vous faciliter la vie, mais qui va être, finalement, à un peu contradictoire avec, séparer bien la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on va mettre des salles de sport, par exemple, des salles de sophrologie, on va, j'ai instauré de la conciergerie, voire même, mettre ou installer des crèches au sein de l'organisation. Alors ça peut être très pratique, en fait, tout dépend après comment c'est utilisé. Si on vous dit: «Bah, vous n'avez qu'à être en pleine forme puisque vous avez pu aller faire du sport à midi ou alors, bah, c'est très bien, vous pouvez partir à 18:00, et pas avant puisque votre enfant est à la crèche au pied de l'organisation, et puis vous avez pu vous détendre puisqu'il y avait des baby-foot». Alors du coup, on va pas réviser ou on va pas ajuster la charge de travail puisqu'on considère qu'on vous a donné les moyens, d'équilibrer votre santé au travail. Mais c'est un peu une hérésie à mon sens et puis ça crée de la confusion. Donc tout dépend comment c'est utilisé. D'autres facteurs de risque au niveau structurel, c'est ce qui concerne le management. Donc avec tout ce qu'on va considérer comme des carences managériales, avec des incompétences, c'est-à-dire des personnes qui sont à des postes de management sans en avoir les compétences. Alors parfois, elles n'ont pas les compétences d'ailleurs parce qu'elles ne sont pas formées pour. Donc on va voir ensuite comment est-ce qu'on peut compenser cela. Il y a aussi un manquement aux obligations managériales. Le manager, au même titre que l'employeur, est censé prendre les mesures pour garantir la santé physique et mentale de ses agents. Et c'est très important parce que ça nécessite à ce moment-là, si ça n'est pas tenu et si ça n'est pas assumé, on va avoir des risques de développement de problèmes de santé mentale au travail, dont l'addiction. On a également, alors moi, ce que j'appelle la perversion du principe de récompense, c'est-à-dire lorsque l'on vous reconnaît sans vous considérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Ah bah oui Chantal, on sait qu'on peut compter sur vous, vous nous avez toujours satisfaits et vous nous avez toujours sortis de l'ornière, donc un grand merci par avance de compenser, l'absence de vos collègues et de tenir les délais, on saura vous remercier». Et là, en l'occurrence, on peut se trouver, alors moi, quand j'entends une perversion du principe de récompense, c'est qu'on vous reconnaît avant que vous ne fassiez les choses, tout en ne vous donnant pas les moyens et les ressources de faire ce qu'on vous demande de faire. J'espère que je suis claire, mais parfois ça crée une confusion et en l'occurrence, un gros facteur de risque d'addiction au travail également. Les profils pathologiques, il y en a moins que ce qu'on imagine, mais il y en a. Les profils pathologiques sont par exemple, les personnes qui vont avoir des profils, type pervers ou pervers narcissiques. On n'en a pas beaucoup, mais quand on en a, c'est un gros facteur de risque d'addiction au travail. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en l'occurrence, vous délèguent tout et vous assumez tout et en plus, souvent, ça passe par une première phase de séduction, de valorisation, histoire d'endormir un petit peu la victime qui va se trouver confrontée à une charge de travail, à laquelle soit il répond en devenant addict au travail, soit il se sauve et là, c'est un autre cas de figure. Dans les facteurs de risque et notamment dans la fonction publique, on a des facteurs qu'on appellera, des facteurs contextuels. Alors les facteurs de crise, bien sûr, avec, le facteur qu'on a bien rencontré, la crise qu'on a bien rencontrée, pardon, celle du Covid-19 ou de la Covid-19, avec tout ce que ça a pu emporter et emmener comme chamboulement, au monde du travail et notamment avec ce qui s'en est suivi, un développement du télétravail et là, le télétravail
travail qui peut être très confort pour certains, mais pour d'autres qui peut être un gros facteur de risque. Pourquoi? Parce qu'il y a une infiltration, bien sûr, du travail chez soi. Le flex office, impossibilité de personnaliser son espace de travail. Alors la fois, ça peut être effectivement très confortable pour les organisations, mais pour les agences, ça ne l'est pas toujours. Et enfin, l'augmentation toujours plus de la numérisation, de tout ce qui est digitalisation, avec en plus une invisibilisation, pardon, des temps de déconnexion. Dans les facteurs contextuels, on a aussi des enjeux politiques. Ça peut être des échanges, des échéances électorales, par exemple. Ça peut être des échéances politiques. Ça peut être aussi des effets d'annonce. On l'a vu dans certaines de vos professions. Par exemple, MeToo, qui a fait que certains services ont été sollicités au point, effectivement, que si ça vient faire ricocher avec des métiers passion et des métiers vocation, pardon, eh bien, ça va engendrer une addiction au travail qui va s'installer doucement mais sûrement. Et puis les expressions de l'opinion, donc l'opinion publique, avec les répercussions que ça peut avoir sur le travail des agents. Alors maintenant qu'on a vu les facteurs de risque, on va étudier les facteurs de protection. Alors, ces facteurs de protection, on va retrouver également des facteurs de protection individuels. Alors, par exemple, concernant la personnalité, on va pouvoir se renforcer et se prémunir des addictions au travail en se connaissant mieux. Se connaître mieux, c'est faire un travail sur soi, seul ou accompagné. Et en l'occurrence, le travail sur soi va toucher à l'identité, à l'estime de soi, aux équilibrages de vie, mais ça va aussi toucher au traumatisme éventuel, à notre système éducatif, à notre système émotionnel. Donc ça va être très intéressant parce que plus on se connaît, plus on connaît ce dont on a besoin et plus on connaît ce qui potentiellement pourrait nous abîmer dans notre comportement. Donc ça, la meilleure façon, c'est se connaître pour se préserver. Alors, comme facteur de protection, on a aussi les facteurs structurels. L'addiction au travail fait partie des risques, enfin des troubles psychosociaux plutôt. Donc, plus nous formons et sensibilisons les acteurs, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur responsabilité, à ce que sont les risques psychosociaux, donc les RPS dont je parle ici, plus on sensibilisera, plus on outillera, plus on évitera les souffrances au travail telles que l'addiction. Le suivi aussi du service de santé au travail avec les médecins du travail, avec les infirmiers du travail, avec les psychologues du travail, les assistantes de service social. Le management, un management doit être exemplaire. Sans quoi, comment voulez-vous pouvoir être crédible et légitime de demander à quelqu'un de se déconnecter à partir du moment où vous ne le faites pas? Formation et supervision des managers. Le management, c'est le métier le plus dur qui soit, le plus compliqué qui soit. C'est même plus qu'un métier, c'est une fonction. Et ce métier et cette fonction, sur tout ce qui concerne les facteurs humains, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, la formation continue, alors la formation initiale déjà, la formation continue et la supervision des managers devraient être optimisées dans toutes les organisations. La dynamique collective plutôt que la dynamique de compétitivité interindividuelle, toujours privilégier le collectif. La reconnaissance avec la considération, c'est-à-dire toujours veiller au meilleur équilibre qu'il soit entre les attentes et les objectifs et les ressources et les moyens qu'on met en face, pardon. Un juste système de reconnaissance, une équité dans le système de récompense et de reconnaissance, parce qu'il y a beaucoup d'iniquités et là aussi, il y a des personnes qui vont compenser en développant une addiction au travail. Donc si on est équitable dans le système de récompense et de reconnaissance, c'est un facteur de protection. La prévention du stress, le stress, il n'est pas forcément négatif, bien entendu, et heureusement qu'on a du stress parce que c'est ce qui nous stimule. Pour autant, on va essayer de combattre la chronicité du stress parce que c'est celle-ci, c'est cette chronicité qui va être délétère. Donc, on va favoriser tout ce qui est les évaluations collectives pour créer
effectivement une dynamique. On va favoriser les temps informels, c'est les pauses durant lesquelles on va pouvoir débriefer, trouver des solutions à l'informel. L'attention à l'autre, et ça c'est une culture managériale que l'on peut installer, et puis le respect de la vie privée. Attention, c'est une protection que de respecter la vie privée et la sienne et celle de l'autre. En facteurs de protection, au niveau des facteurs conjoncturels et contextuels, quand, il peut y avoir des crises, le mieux c'est de les anticiper, c'est-à-dire de les prévenir, de sensibiliser, d'outiller l'ensemble des acteurs. Tout ce qui va être aussi effet d'annonce. Si on fait une veille active de ce qui se passe dans un ministère ou par rapport, aux sujets qui concernent le ministère, on peut anticiper les effets d'annonce également. Et puis surtout, dès qu'on sent qu'il y a des enjeux et des échéances politiques ou qu'on connaît qu'il y a des enjeux et des échéances politiques, je pense aussi aux collectivités territoriales bien entendu, on anticipe pour prévenir et mettre en place des protections. Alors, au-delà de l'anticipation, il y a aussi tout ce qui concerne la régulation, c'est-à-dire, instaurer des espaces-temps dédiés à la régulation, que ce soit des débriefings, que ce soit des rétextes. Il faut absolument, se servir de ce qui est traversé pour en faire apprentissage, parce que c'est comme ça qu'on va développer des bonnes stratégies de protection. Par exemple, ça peut être après un moment un peu chargé, je ne vais pas citer ce qui va venir bientôt dans les mois qui viennent, mais on sait qu'il va y avoir des rushs et ça s'anticipe. Ça s'anticipe et ça se régule avec effectivement des moments d'échange, de partage où chacun peut poser sa réalité de son travail. Maintenant, je vais vous proposer d'identifier, ou d'avoir des astuces pour identifier, pour intervenir et pour soigner, les addictions au travail. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir identifier dans un premier temps? Et là, c'est important de savoir qu'on va identifier les facteurs ou les signaux chez soi-même, mais aussi chez les autres. Le code du travail le dit bien, on est responsable de sa santé, mais aussi de celle des autres. Un collectif de travail, c'est ça. Donc, on doit s'observer autant qu'on doit observer l'autre. Mais j'ai envie de dire que on observera d'autant mieux l'autre qu'on saura s'observer soi. Alors, qu'est-ce qui peut nous interpeller? Déjà les changements, parce que l'addiction au travail, c'est un processus qui s'installe dans le temps. Donc il va y avoir des signaux qui vont, hem, illustrer un changement chez la personne. Donc on va avoir par exemple, tout ce que je vous ai mis là et qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, donc des difficultés à décrocher. Vous allez commencer à recevoir des mails qui sont envoyés le week-end, qui sont envoyés le soir, qui sont envoyés pendant les vacances, et quand bien même ils sont envoyés le soir avec la petite phrase qui va bien, qui dit que, l'heure, d'envoi de ce mail n'engage que celui qui l'a envoyé et ne vous oblige pas à une réponse, immédiate, ça n'empêche qu'il a été envoyé. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Il y a plus de sas de décompression entre le travail et la maison et vice versa. Il y a plus d'étanchéité. La personne, dès qu'elle arrête de travailler, elle se sent mal, elle culpabilise, elle rumine, elle n'est pas bien. Elle pense tout le temps au travail, c'est-à-dire c'est obsessionnel, ça fait un effet tunnel, même en vacances, même quand elle est en train de dîner avec ses amis, elle est en double attention parce qu'elle pense constamment à ses dossiers, à ce qu'elle doit faire, à ce qu'elle n'a pas fait, et cetera. Ce sont des personnes qui ne prennent pas de congé, alors ça se voit, hein. Non, non, vas-y, sois tranquille, pars en congé, je m'occupe de tout, il y a aucun problème. Des profils un peu sauveurs aussi, hein. Ces personnes se sentent indispensables. Elles sont là avant que vous n'arriviez, elles sont encore là quand vous repartez, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Ce sont des personnes qui tiennent avec des psychotropes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des hypnotiques, des stimulants, des antidépresseurs, des anxiolytiques, voire de la drogue, voire de l'alcool également. Ce sont des personnes également qui s'isolent et puis qui peuvent avoir ce qu'on appelle les débordements émotionnels, c'est-à-dire des personnes qui, vont partir en crise de larmes pour une petite phrase. Donc ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et puis tout ce qui est de l'ordre des altérations cognitives. Alors qu'est-ce qu'on appelle altérations cognitives? Ce sont des impacts et
qui vont, faire que vous mémorisez moins bien, vont faire que vous avez la confusion, que, vous avez du mal à vous concentrer, donc vous papillonnez, vous passez d'un sujet à l'autre sans rien approfondir ou sans rien finir. Et puis on a des problèmes d'attention aussi, ces personnes à qui on va dire: «Mais tu écoutes, quand je te parle?» mais en fait, elles sont déjà tellement un petit en ébullition qu'il y a plus de disponibilité, cognitive. On va avoir d'autres signes aussi, ce sont des personnes qui ne savent pas demander de l'aide, qui ne savent pas déléguer et on a l'impression que, c'est juste, inenvisageable pour elles, pour ces personnes-là, de «partager» entre guillemets le travail. C'est des personnes qui sont impatientes, tant vis-à-vis d'elles-mêmes que vis-à-vis de leur entourage. L'insatisfaction, on l'a dit, c'est une des caractéristiques de l'addiction au travail et puis ce sont des personnes qui sont sur plein de tâches à la fois, la photo le montre bien, plus de pause, ne sait pas dire non et culpabilise s'il ne travaille pas comme je vous l'ai dit. La difficulté à faire confiance, l'hyper-contrôle, vous savez, c'est des personnes qui vont, regarder sur Teams, sur Skype et cetera, si vous êtes en ligne, pas en ligne. Si vous l'êtes pas, ils vont vous demander où vous êtes, ils vont aller contrôler le temps de pause, quitte à venir vous chercher aux toilettes. On en voit de toutes les couleurs. Irritabilité également, et puis ce sont des personnes qui vont essayer d'anticiper, de prévoir l'imprévisible. Donc ça génère forcément de l'anxiété et de l'agacement. L'autopression et la pression aux autres. À partir du moment où on se met la pression à soi-même, par définition, on la met aux autres. Et puis le déséquilibre, évident entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, il y a un petit test que vous pourrez passer, qui est en accès libre sur plusieurs sites, qui permet de voir un petit peu où on en est, par rapport à il s'appelle le WART, hein, c'est Work Addiction Risk, au travail et c'est un test, qui se passe rapidement, qui se passe en une dizaine de minutes. Vous avez 25 questions et en fonction du score, vous allez voir effectivement si vous êtes plutôt un profil c'est OK, il y a pas d'addiction, il y a une addiction faible ou il y a une addiction élevée au travail de 70 à 100. Ça peut être bien de temps en temps de faire le point, soit pour vous, soit avec un collègue, soit avec un collaborateur en prévenant de quoi il s'agit. Mais parfois faire un peu les niveaux, savoir un petit peu où on en est, ça peut être intéressant. Mais on le verra que bien souvent, les personnes qui sont déjà en situation d'addiction au travail, eh bien, sont dans le déni, donc n'iront jamais passer ce test-là. Par contre, potentiellement, ils le feront passer à quelqu'un d'autre. Alors pour intervenir, maintenant qu'on a pu détecter, c'est quoi l'addiction et quels sont les signes qui nous feraient penser à une addiction au travail, eh bien, s'il s'agit de nous-mêmes, eh bien, on va s'auto-approcher et prendre soin de nous, bien entendu. Mais si on remarque qu'une personne dans notre entourage nous semble être, en addiction du travail ou addict au travail, on va pouvoir avoir un protocole qu'on peut emprunter aux, premiers secours en santé mentale et c'est un moyen mnémotechnique de savoir comment j'approche quelqu'un qui me semble ne pas aller bien. Donc ça s'appelle aérer. A comme approcher, on va d'abord approcher la personne. E comme écouter et écouter activement et sans jugement. Ensuite le R c'est réconforter. C'est encourager. Encourager si on sent que effectivement notre présomption est confirmée, encourager à consulter des professionnels et puis renseigner. Alors on va voir un peu en détail, mais de toute façon vous le retrouverez puisque vous aurez le support. Donc approcher, comment est-ce qu'on approche quelqu'un? Déjà, on emploie le jeu, c'est-à-dire que, on va pas dire: «Tu me sembles, être, très, 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 très investi au travail, mais on va dire: «J'ai l'impression qu'en ce moment, tu es particulièrement investi au travail. J'ai remarqué que tu étais là très tôt et quand je pars, tu es encore là. Je m'inquiète pour toi». On emploie toujours le jeu parce qu'on est toujours légitime à parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit ou de ce qu'on imagine et ça évite de mettre l'autre en position de justification. Si je lui dis: «Mais tu es toujours là avant nous et tu es toujours là, encore là quand on repart, tu m'inquiètes, mais non, t'inquiète pas, c'est bon». Alors que si vous dites: «J'ai remarqué que tu étais là très tôt, que tu partais très tard, je m'inquiète». «Non, non, mais c'est bon, je te dis ce que moi je pense. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la situation parce que je m'inquiète».
Alors vous avez des personnes qui vont vous dire: «Non, non, mais c'est bon, tout va bien». Vous pouvez utiliser le switch. C'est-à-dire le switch, c'est quoi? C'est que vous inversez les rôles. J'ose espérer que si tu voyais tout ce que je vois chez toi, chez moi, que tu constatais ce que je viens de te dire chez moi, j'ose espérer que tu viendrais m'aider. Parce que je pense que je ne serai pas en mesure de discerner l'état dans lequel je suis. Ou alors le switch avec un collègue, mais si ton meilleur collègue présentait, les signes dont je viens de te parler, qu'est-ce que tu ferais? Et souvent, ça met un peu à distance le problème et la personne a un petit tilt. Donc ça, c'est la première partie, approcher. Ensuite, intervenir, toujours la deuxième partie, c'est écouter. On va être dans l'écoute active, c'est-à-dire: «Raconte-moi, que se passe-t-il?» C'est des questions ouvertes. «Moi, j'ai remarqué ceci, depuis quelque temps chez toi, quelle est la situation? Que se passe-t-il?» Et vous faites une ouverture, vous accueillez la personne dans sa réalité, vous évitez de parler de vous. Et là, vous allez avoir souvent des éléments qui vont venir vous évoquer tel ou tel facteur et la personne va commencer à être soulagée parce que écouter et pouvoir être écouté, c'est déjà une aide. La troisième partie, c'est réconforter. Quand on réconforte, on va, reconnaître aussi à la personne: «Là, tu as fait le plus dur, tu as commencé à me parler et vraiment je crois que, tu peux, comprendre que tu n'es plus seule dans ta situation. Voilà, on va faire en sorte ensemble que tu puisses, rééquilibrer un peu, ton investissement au travail pour ta santé». On peut parler de courage parce que c'est pas facile de faire face à sa situation de souffrance au travail. La partie ensuite, c'est encourager à consulter. Alors consulter, c'est qui? Et on le verra dans le soin, c'est d'abord tous les partenaires internes à l'organisation. Le service de santé au travail, mais ça peut être le management dans un premier temps, ça peut être les ressources humaines, le médecin du travail, l'infirmier du travail, le psychologue du travail. Il y a des ressources en interne, donc c'est encourager. Alors quand je parle d'illustration décalée, si les gens disent: «Non, non, mais c'est bon, ça va aller, je vais me reposer, ça va aller», on le sait qu'à partir d'un certain stade d'addiction, ça va être très compliqué pour la personne, quand bien même elle aurait la volonté de s'en sortir, d'y arriver toute seule. Donc moi, j'utilise souvent des petites astuces comme: mais alors, quand tu as un peu mal à la gorge, tu prends par exemple un Doliprane, ça va mieux. Mais 6 heures plus tard, tu sens que ça te refait mal à la gorge. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends de ne plus pouvoir respirer, de ne plus pouvoir avaler avant d'aller chez le médecin? Ah ben non, je vais chez le médecin avant. OK. Bah là, c'est pareil. Et le mal de dents, ça marche très bien le mal de dents parce que vous avez souvent les gens qui font le mal des dents. Voilà, tu sens que tu commences à avoir mal, dans la gencive, sous ta dent et cetera. Tu prends un Doliprane, ça va mieux. Si ça revient pas, parfait. Mais si ça revient et que tu sens que malgré les stratégies que tu mets en place, ça revient, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends effectivement que, l'inflammation gagne du terrain et que ce soit pire? Ah bah non, je vais chez le dentiste. OK. Et ben là, c'est pareil. OK? Alors la notion d'engagement, c'est par exemple, «Oui, oui, tu as raison, je vais aller voir le médecin du travail». OK. Quand est-ce que tu penses aller voir le médecin du travail? Ben bientôt. Et bientôt, c'est quand? Il faut sceller l'engagement, quitte à accompagner la personne, voir le médecin du travail. Alors renseigner, bah, c'est là où vous allez donner les informations, sur les partenaires et les ressources en interne, donc le service de santé au travail. Mais ça peut être aussi, il y a des tas d'associations qui s'occupent des addictions au travail, donc que vous pouvez trouver et la mutuelle, la MMJ vous donnera aussi des informations dessus. Mais vous avez des tas de partenaires en externe aussi qui peuvent, aider ces personnes-là. Et puis vraiment, alors, il manque la fin de mon mot, pardon, accompagner dans la prise d'engagement pour éviter que la personne ne se, hop, faufile et esquive, l'action, qui va lui faire du bien. Parce que rappelons-le, l'addiction, elle rend dépendant. Donc le soin, là, on a vu comment on intervenait. Maintenant, le soin, il est nécessaire puisqu'on l'a vu, l'addiction au travail à partir du moment où elle est caractérisée, c'est une maladie avec des symptômes. Donc ça nécessite une prise en charge. Une prise en charge qui
doit être pluridisciplinaire. Alors déjà, on a la notion de déni. Le déni, il est protecteur dans un premier temps, mais le déni, il peut masquer aussi l'intensité qui augmente dans le trouble. D'accord? Pour autant, attention à ne pas shooter dans une béquille d'un coup d'un seul, parce que la personne peut s'effondrer. D'où l'importance de vous tourner vers des professionnels, soit parce que c'est vous qui êtes concerné, soit d'accompagner la personne vers des professionnels. Le médecin du travail, on l'a vu, le médecin traitant également, et tout ce qui va concerner l'addictologie, la psychiatrie, mais ça, c'est souvent le médecin du travail ou le médecin traitant qui vont sensibiliser la personne, le psychologue du travail, le psychothérapeute. Comme ça, la prise en charge va être intéressante pour soigner les symptômes et pour désinstaller ce qui a amené la personne à être addict au travail. Le rôle du manager, eh bien, son rôle est primordial dans la protection, mais aussi dans on va dire, dans la régulation de l'investissement au travail. Déjà, fixer, imposer des limites au quotidien à son collaborateur. Imposer la déconnexion, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se déconnecter. Il y a même des organisations qui, à partir de 18 h, ferment complètement les réseaux. On ne peut même plus y accéder. C'est assez rare, mais ça arrive dans certaines organisations. Favoriser les pauses, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, on a, surtout dans nos ministères, alors pas tous, mais des postes parfois qui sont très, très sédentaires. Donc, c'est extrêmement important pour oxygéner le cerveau de bouger. Détecter et réguler le stress chronique. En tant que manager, c'est un rôle indispensable. On doit impérativement sauvegarder les moments de ressources. Les prises de congés, alors ça, on ne peut pas plus factuel. Encourager le non, le positionnement, c'est-à-dire que la personne peut aussi dire non à un dossier supplémentaire, à une charge supplémentaire dès l'instant qu'elle informe son interlocuteur. La matrice d'Eisenhower, on va le voir, pour prioriser les tâches, est un outil que le manager peut mettre à disposition de ses collaborateurs. Les points de régulation récurrents, il ne faut pas attendre un moment de trouble, de symptômes ou de crise pour intervenir en tant que manager. On doit impérativement faire et prendre les niveaux régulièrement avec chacun de ses collaborateurs et en équipe également. Le partage équitable de la charge de travail, toujours l'équilibrage entre les attentes, exigences, objectifs et les moyens et les ressources, au mieux, parce que parfois, on est aussi dans des contingences qui font que, mais toujours au mieux et veiller à être là en disposition si besoin est, et puis être exemplaire. Le premier qui peut montrer comment se préserver de l'addiction au travail, c'est le manager. Alors, on va voir quelques autorégulations. Alors, quand je mets auto entre parenthèses, c'est soit la personne arrive à s'autoréguler, soit on va mettre en place un accompagnement. C'est ce qu'on fait nous, les psychologues du travail et les psychothérapeutes. On va travailler à un réajustement des comportements. Alors, bien sûr, limiter ses heures de travail, sécuriser une étanchéité, vie pro, vie perso, on va voir comment. Notamment en télétravail avec des choses toutes simples, c'est-à-dire que le coin du télétravail, quand l'heure de télétravail est terminée, on ne doit plus voir l'ordinateur sur la table du salon. C'est des choses toutes bêtes, mais sinon le cerveau, lui, il est encore connecté. Prendre ses congés, prendre des pauses, déjeuner en dehors de son bureau, le sandwich devant le clavier, c'est hyper symptomatique des gens qui sont addicts au travail, quitte à aller faire le tour du pâté de maison entre midi et 2. Varier les trajets entre la maison et le travail, ne serait-ce que pour s'aérer l'esprit et découvrir d'autres choses, se saisir des moments informels et se récompenser. Et on se récompense jamais aussi bien que par soi-même. Vous êtes un tout Lion il est 13h50, visioconférence organisée en partenariat avec, la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité et nous sommes encore avec, Sabine Grégoire, psychologue du travail, spécialiste en trauma psychique pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je fais vite. Alors, dans les autorégulations, et vous les trouverez, ces trucs et astuces, en recevant le support, vous aurez de quoi travailler sur les drivers. Les drivers sont les petites voix
que je vais vous montrer ici, qui résonne en vous depuis votre éducation, alors que le fait plaisir, soit parfait, soit disponible, soit fort, dépêche-toi, fais un effort. On peut travailler là-dessus pour déconstruire et reconstruire autrement sa représentation de l'investissement au travail. On va pouvoir aussi avoir un travail sur le rééquilibrage des domaines de vie. Vous trouverez un exercice qui est très intéressant et très simple à faire pour rééquilibrer la cale de votre bateau. Si votre vie était un bateau, pour que le bateau ne prenne pas l'eau, il faut que la cale soit bien compartimentée, notamment entre la vie au travail, la vie de famille, la vie sociale et le temps pour vous. Donc, je vous propose un exercice après qui est tout bête et qui est très intéressant de dessiner en proportion ce que chaque domaine de votre vie prend aujourd'hui comme place et comment vous voudriez que ce soit. Et ensuite, vous comparez les deux et vous mettez en place un plan d'action. Qu'est-ce que je ferais? Avec qui? Combien de fois? Où? Quand? Et pourquoi? Pour faire plus de choses avec ma famille. Et on fait pareil pour la vie sociale, on fait pareil pour le temps pour soi et c'est en redonnant de l'importance à la vie de famille, à la vie sociale et au temps pour soi qu'on va réguler notre temps de travail. Vous aurez également, alors je passe, mais tout vous expliquer, se comprendre et comprendre ce qui est bon pour nous, ce dont on a besoin, eh bien, c'est comprendre nos émotions. Les émotions sont toujours déclenchées par un environnement pour nous mettre en mouvement. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est remplir toutes les situations que vous avez rencontrées dans votre journée au travail, détecter les émotions que ça a générées chez vous, comment vous avez réagi, est-ce que ça a été OK pour vous ou pas? Et de réajuster le lendemain si ça n'a pas été OK. C'est une façon de se connaître et ainsi de mieux se respecter soi au travail. Les stresseurs, on va pouvoir faire des évaluations de notre niveau de stress en fonction de différents domaines. On va avoir des facteurs économiques, des crédits par exemple, familiaux, si on est un parent isolé, interne, par exemple des valeurs et des croyances, le perfectionnisme, ou alors il faut toujours que je sois disponible pour l'autre, l'actualité, on en a parlé, et puis dans le travail, on va avoir des stresseurs en lien avec l'organisation, sous-effectif, rush, effet d'annonce, avec les relations. Alors, c'est un peu tendu parce qu'effectivement, on a des collègues qui sont tout le temps en télétravail, on est tout seul sur site, donc on se trouve à récupérer leur charge de travail et on reprendra chacun des stresseurs, ceux sur lesquels on peut agir, qu'est-ce qu'on fait comme action pour minimiser l'effet du stresseur, ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Vous verrez, je vous ai mis des exemples pour que vous puissiez vous en inspirer. La matrice d'Eisenhower, je vous en ai parlé. On va toujours, quand on a quelque chose à faire, essayer d'évaluer le degré d'urgence, le degré d'importance et on va avoir 4 cas de figure qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que je fais en priorité, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je planifie et qu'est-ce que je jette. Et on peut s'en servir en tant que manager et en tant qu'agent. Pour prévenir et éviter enfin les petits carnets d'entretien de la santé au travail, on va favoriser tous les facteurs de protection qu'on a vus en amont. On va reprendre les obligations de l'employeur également et la vigilance qu'on va avoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. On va aussi accueillir et sensibiliser tout ce qui concerne les campagnes qui sont faites par la MMJ, par exemple, avec leur village bien-être, etc., qui sont vraiment des moments opportuns de prévenir l'addiction au travail. Et puis enfin, tout ce qui concerne les actions qui sont faites par les services de santé au travail. La dynamique du risque, il faut bien comprendre que l'addiction au travail est un trouble psychosocial. Donc, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours la rencontre d'un individu et d'un environnement. Donc, on va être sensible et on va être attentif à l'ensemble des signaux individuels, organisationnels et contextuels. Et c'est la meilleure façon de pouvoir prévenir l'addiction au travail. On va retrouver les facteurs GOLAC là. Alors, je vais essayer d'être très succincte, mais c'est une grille de lecture des situations de travail qui reprend 6 grandes familles de facteurs de risque. Et quand on comprend que les facteurs de risque au travail peuvent devenir des facteurs de protection, eh bien, on a une mine de leviers sur lesquels on peut agir au niveau individuel, organisationnel et collectif. Donc,
l'addiction au travail est une réalité et non pas un mythe. Il faut retenir qu'elle est toujours multifactorielle. Les impacts délétères sont multiples au niveau de l'individu, au niveau de son environnement, environnement de travail, environnement familial et donc économique, parce que ça va jouer aussi sur la productivité. Retenons que l'addiction au travail n'est jamais irréversible, mais que pour ce faire, il faut une prise en charge. À défaut de détection, prendre en charge, c'est vraiment se tourner vers des professionnels et la prévention, c'est vraiment l'affaire de tous. On est tous des maillons de la chaîne. Donc, quand on comprend de quoi il s'agit, déjà, on est dans l'action, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour les autres, mais aussi pour le collectif de travail. Merci pour votre attention. C'était un peu dense. C'était un peu dense, mais vous aurez l'opportunité de revenir sur le contenu avec le support. Lionel, je vous laisse la parole, pardon. Exactement. Et cette visioconférence sera disponible en replay sur notre site www.happyvisio.com. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur happyvisio.com, vous vous identifiez avec votre adresse mail et votre mot de passe. Vous voyez bonjour avec votre prénom, un peu au-dessus de votre prénom à droite, en onglet replay. Vous retrouverez le replay de cette visioconférence et vous pourrez même télécharger le support de Sabine Grégoire, psychologue du travail, spécialiste en trauma psychique. Des questions pour vous. La première, c'est quoi Retex? Un rétex, pardon, c'est un Retex, retour pardon. d'expérience, un retour d'expérience. Ouais. Voilà, c'est par exemple quand il y a une situation, on va voir comment on l'a gérée au niveau technique, logistique, organisationnel. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite de vos écrans. Faites comme cette participante qui vient de nous écrire et qui nous dit: j'ai l'impression que mon chef est addict au travail car il coche toutes les cases de ce que vous venez d'évoquer. Comment faire? Comment essayer de le préserver? Alors, si votre chef effectivement coche toutes les cases de ce qu'on vient de voir, c'est probablement effectivement qu'il y a une addiction au travail. Alors soit vous avez un bon contact et une bonne relation avec votre chef et vous pouvez lui exposer avec le protocole aéré, comme on l'a vu, votre inquiétude par rapport à la personne qu'il est dans son rapport au travail. Si le contact est un petit peu plus difficile ou que vous êtes un petit peu plus, un peu chose à l'idée de vous d'en parler directement à votre chef, vous pouvez très bien aller voir le médecin du travail et parler de la situation, puisque lui va avoir des leviers que vous n'avez pas forcément. Autre question pour vous, que faire quand mon chef m'envoie des mails le soir sur des questions urgentes? Bah déjà, vous les lisez pas. Donc vous n'êtes pas censé savoir qui vous les a envoyés le soir, sauf à savoir le lendemain matin. Alors, ponctuellement, ça peut effectivement arriver en situation de crise ou en situation de tension. Maintenant, si ça devient récurrent, vous exprimez en employant le jeu toujours le fait que vous êtes embêté avec ça, que vous êtes gêné parce que du coup, quand vous ouvrez votre ordinateur le matin, bah, vous avez déjà du travail et des communications qui vont s'accumuler avec ce que vous allez avoir à faire au fil de la matinée. Donc, c'est aussi mettre des mots sur le fait que vous vous inquiétez. Selon vous, Sabine Grégoire, est-ce que l'addiction du travail a augmenté en même temps que l'arrivée des smartphones, où on est en permanence connecté sur ses boîtes mail, sur ses messageries internes? Alors, ça concourt, c'est un facteur effectivement qui peut concourir à développer l'addiction au travail dès lors où on n'arrive pas à réguler, qui plus est avec ceux qui n'ont pas forcément de téléphone professionnel et qui ont tout sur leur même téléphone ou avec effectivement le télétravail. Pour autant, l'addiction au travail peut être aussi expliquée par d'autres facteurs comme on l'a vu et notamment aussi parfois par le pouvoir d'achat qui nécessite que des personnes aient plusieurs métiers en même temps. Mais oui, ça peut concourir effectivement, d'où l'importance d'être exemplaire en matière de déconnexion. Il y a quand même la loi qui nous protège depuis 2016 de l'hyperconnectivité. Dernière question pour vous, arrivée dans le chat. Je pense avoir toujours été addict au travail et ça ne me pose pas de problème malgré ce que pense mon conjoint. Qui a raison? Ah, qui a raison. La subjectivité de la perception de comment on se comporte au travail ou quel est notre rapport au travail. À partir du moment où on parle d'addiction,
comme on l'a vu, il y a un phénomène d'esclavagisme et il y a une perte de contrôle. Si votre conjoint, vous parle d'addiction au travail, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne dans votre relation. Le mieux dans ce cas-là, c'est toujours avec l'écoute active d'essayer de comprendre ce qu'il entend par là, en quoi ça le gêne et peut-être de trouver, je ne sais pas, une façon de réguler un peu votre temps passé au travail en mettant en place un petit peu plus d'activité avec votre conjoint qui manifestement, lui, n'a pas la même, relation au travail. Merci beaucoup, Sabine Grégoire, psychologue du travail, spécialiste en trauma psychique, pour cette visioconférence très, très intéressante. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.